Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour la suite du cours sur désir, besoin et liberté. On n'est pas tout à fait terminé ensemble. Alors, on en était à la partie 3, petit 2, où j'allais aborder la question des besoins proprement humains. Alors ces besoins, quels sont-ils? C'est vrai qu'on est habitué à cette idée que les besoins, on les partage avec les animaux, qu'ils sont des besoins essentiellement physiologiques. Or, je vous ai dit que j'allais aborder le fait que l'homme est éventuellement lui-même un être d'une nature particulière qui a ses propres nécessités. Il a besoin, par exemple, de vivre en société, il fait partie des animaux sociaux. Tous les animaux n'ont pas ce besoin de vivre en société. Mais il a également, nous l'avions vu notamment l'an dernier dans mon cours sur la religion, un besoin de croire. Je vous renvoie à ce que nous avions traité l'an dernier, où j'avais fait tout un cours sur Nietzsche et le besoin de croire. Il a également un besoin de connaissance, je ne reviens pas sur ce point, nous l'avons abordé en détail. Les besoins donc ne peuvent pas être réduits à nos besoins corporels, ça veut dire que nous avons peut-être des besoins spirituels, et en effet, Rousseau lui-même, dans le discours sur les sciences et les arts, déclare « l'esprit a ses besoins ainsi que le corps ». Donc l'esprit a ses besoins ainsi que le corps, vous voyez bien ici que l'esprit lui-même a des impératifs à satisfaire et il ne peut pas se permettre de vivre sans cette satisfaction. La preuve en est, c'est que si on note ce type de satisfaction à un être humain, il s'étiole, il s'amenuise et il a l'impression de perdre son humanité. Ça peut être par exemple la vie sociale qui va être assurée par le gouvernement et par les lois. Il a besoin, cet homme, de sécurité. Il a besoin également d'éléments qui participent à son épanouissement personnel. Et sans cela, en effet, cette humanité est moins riche, est moins heureuse et moins épanouie. Je reprends sur Rousseau qui lui-même, en effet, propose une espèce de liste des activités dont l'homme a besoin. Je vous lis d'abord le texte en intégralité et nous commenterons quelques éléments de ce passage. L'esprit a ses besoins, ainsi que le corps. Ceux-ci sont les fondements de la société, les autres en sont l'agrément. Tandis que le gouvernement et les lois pourvoient à la sûreté et au bien-être des hommes assemblés, les sciences, les lettres et les arts, moins despotiques et plus puissants peut-être, étendent des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer dont ils sont chargés, étouffent en eux le sentiment de cette liberté originelle pour laquelle ils semblaient être nés, leur font aimer leur esclavage et en forment ce qu'on appelle des peuples policés. Le besoin éleva les trônes, les sciences et les arts les ont affermis. Puissance de la terre, aimez les talents et protégez ceux qui les cultivent. Peuple policé, cultivez-les. Heureux esclaves, vous leur devez ce goût délicat et fin dont vous vous piquez, cette douceur de caractère et cette urbanité de mœurs qui rendent parmi vous le commerce si liant et si facile, en un mot, les apparences de toutes les vertus sans en avoir aucune. Alors ce texte est un peu long, il est au début du discours sur les sciences et les arts. J'aimerais relever au moins deux axes à l'intérieur du passage que je viens de vous lire. D'abord que nous avons besoin bien évidemment de la société, du gouvernement, des lois pour assurer notre sécurité. Nous avons également besoin de guirlandes, dit-il, sur les chaînes de fer dont nous sommes chargés. Nous avons besoin de cacher que nous ne sommes pas libres et pour cela nous avons besoin des sciences, des lettres et des arts pour dissimuler notre absence de liberté. Il s'agit sans doute d'une évocation du despotisme. Vous savez qu'à l'époque où Rousseau écrit ce texte, l'Europe est globalement gouvernée par des despotes qui se disent éclairés et qui vont donc utiliser les lettres, les sciences et les arts pour que les hommes, finalement, étant divertis par les sciences, les arts et les lettres, oublient un peu à quel point ils sont soumis, assujettis par la puissance. C'est pour cela que l'auteur nous dit que les sciences et les arts ont affermi les trônes, c'est-à-dire ont permis aux hommes politiques de l'époque d'asseoir leur puissance, étant donné qu'ils ne rencontraient que peu d'opposition chez des êtres humains trop occupés, intellectuels notamment, à s'adonner aux sciences et aux arts. Alors, j'aimerais faire le lien avec quelque chose d'un peu plus actuel, que vous connaissez notamment à travers des échelles d'analyse de l'épanouissement humain, notamment en société. Alors moi-même, je suis allée chercher des références qui sont assez connues et qui datent des années 1990, notamment sous la houpette de deux économistes et sociologues d'origine chilienne. Alors le premier s'appelle Manfred Max Neef, Max Neef, M-A-X
Manfred Max Neef est un économiste d'origine chilienne. Il travaille en collaboration avec un sociologue de la même nationalité qui s'appelle Antonio Elizalde, E-L-I-S-A-L-D-E, Elizalde, et également avec un américain, un philosophe américain qui s'appelle Martin Oppenheim. Ça s'écrit H-O-P-E-N, H-A-Y-N. H-O-P-E-N-H-A-Y-N. Ils ont tous les trois collaboré à l'écriture d'un texte qui s'intitule Le développement à échelle humaine, qui est un texte assez célèbre. Dans cette approche qui se fait à travers, vous le voyez, quelque chose qui est multiples disciplines qui se rencontrent et qui vont essayer d'élaborer un schéma qui soit pluridisciplinaire et qui fonctionne bien. Ils vont essayer d'élaborer une thèse selon laquelle il y aurait des besoins humains fondamentaux. Ils vont les lister. Ce sont des éléments fondamentaux au sens ontologique, c'est-à-dire que l'être humain en a besoin parce que ces besoins découlent de la nature humaine ou de la condition humaine. Donc on ne peut pas les éliminer, ça ne fait pas partie des choses qu'on pourrait ou ne pas faire, alors que vous vous souvenez du désir que nous avions analysé sous l'angle non pas de la nécessité, mais finalement du superflu. Un désir, on peut le satisfaire ou ne pas le satisfaire, et bien là, puisque ces besoins découlent de la nature humaine ou de sa condition propre, ils sont peu nombreux, comme les besoins, on l'a vu, étaient en général dans l'ordre physiologique peu nombreux, ils sont limités, et ils sont faciles à classifier. Je vais vous les lister pour que ce soit bien clair dans votre esprit. Donc, sachez d'abord, pour la théorie générale, que ces besoins sont constants, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans n'importe quelle société, quel que soit le temps, quel que soit le lieu. Il y a une dimension presque d'universalité de ces besoins-là. Ils vont être constants, ça veut dire qu'ils ne sont pas liés à la culture de l'humain, donc ils ne sont pas des éléments mimétiques, puisqu'on a vu que les éléments mimétiques étaient variables, ils étaient inscrits dans un rapport à l'autre qui est de l'ordre de la représentation ou de l'imagination. Là, pas du tout. Ces besoins sont vraiment des besoins fondamentaux. Alors, ils en proposent 9, qu'ils traitent donc dans les 9 chapitres de l'ouvrage. Le premier est la subsistance, donc là on retrouve quelque chose qui rejoint le besoin premier physiologique. Le second est la protection. On retrouve là donc l'argument sécuritaire qui est assuré autant par la protection maternelle, paternelle à l'endroit des enfants, mais également la protection de l'État. Pensez au Léviathan, pensez à l'État protecteur qui assure la sécurité des citoyens. L'affection. Donc lorsque je disais de manière un peu ironique qu'on a besoin d'amour, vous voyez que ça se vérifie puisque l'affection est une nécessité. Alors elle est vraiment à prendre en un sens très très large. Hein. Nous ne sommes pas que des êtres qui agissons, nous sommes également affectés. Vous vous souvenez de Spinoza qui disait que nous sommes affectés par ce qui nous entoure. Eh bien l'affection, c'est l'aspect positif de cette manière d'être affecté, puisqu'on est affecté par des gens qui nous veulent du bien et qui nous rendent cette affection, nous la partageons avec eux. Nous avons également, c'est le 4e point, un besoin de compréhension. Ça peut rejoindre donc le désir de connaissance dont nous avons précédemment parlé ensemble. Comprendre, mais ça peut être aussi donc comprendre le monde, bien sûr, la science, mais ça peut être également comprendre l'autre, besoin d'être compris également, besoin de dialoguer, d'être compris en tant que sujet. Vous pouvez avoir un besoin d'être compris précisément parce que vous avez un sentiment d'incompréhension, hein, d'être incompris par autrui. Le 5e point est la participation. Ça peut expliquer notamment notre vie sociale. Nous avons besoin d'appartenir à un grand tout, nous avons besoin d'appartenir à des communautés également, religieuses, sociales, etc. Nous avons besoin de ne pas être isolés, de nous sentir participer à des actions collectives. Le loisir. Là aussi, ça touche quand même à un domaine qui est vraiment celui souvent rattaché aux superfluités. On en avait parlé à propos de l'opposition entre otium et négotium, rappelez-vous. Donc le loisir, c'est la notion qui, à mon avis, semble la plus étonnante parce qu'on en a besoin alors qu'on pouvait croire que c'était absolument hors cadre des besoins. Donc on peut imaginer que dans ce temps libre se joue effectivement notre propre épanouissement et qu'un être humain a besoin de sentir individuellement qu'il accomplit des choses qui n'appartiennent qu'à lui-même, qui lui font plaisir, qui lui plaisent. La création.
Nouvelle notion qui suggère là aussi quelque chose d'assez étonnant. Créer n'est pas un luxe, créer n'est pas un hobby ni une lubie, elle n'est pas le fait de quelques êtres qui seraient créatifs, les artistes par exemple, alors que d'autres ne le seraient pas. Non, créer est un besoin humain fondamental. Alors il faut vraiment le prendre en un sens très très large. Ça peut être créer, je sais pas, une recette, ça peut être créer à sa manière un environnement, je sais pas, de la déco ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment à prendre en un sens très très large. L'individu a besoin de mettre sa patte en quelque sorte, d'exprimer son individualité à travers des créations. L'identité. Alors là, on rejoint quelque chose qui, à mon avis, touchait déjà au domaine de la participation tout à l'heure, lorsque je vous parlais de communautarisme, sentir qui on est, le savoir. Connaître d'où l'on vient. Je vous avais dans un précédent chapitre ou peut-être corrigé de dissertation évoqué la quête de ces enfants qui sont nés sous X de leur identité et du besoin qu'ils ont de savoir d'où ils viennent pour comprendre qui ils sont. On retrouve ça à travers donc l'identité biologique, mais également donc une identité sociale, savoir quelle place on tient à l'intérieur de la société, ne pas se sentir inutile, comprendre que notre identité est reconnue. Toute la thématique du désir de reconnaissance hegelienne est peut-être en jeu. Je pense qu'on peut la rattacher à ça. Enfin, dernière notion parmi les 9, la liberté. Alors c'est celle sur laquelle bien sûr j'insiste beaucoup puisque notre sujet c'est désir, besoin, liberté, c'est l'élément du trio d'apposition. Donc la liberté c'est un besoin, mais c'est un désir à la fois. Vous mesurez que là cette fois les deux notions se confondent un peu puisque nous avons des désirs de loisirs, des désirs de communauté, des désirs d'identité et des désirs de liberté, mais c'est un désir important pour nous, on ne peut pas se passer de liberté, ou du moins si on s'en passe, ce qui est parfois une nécessité, c'est très difficilement, c'est très douloureusement qu'on s'en passe, si bien qu'on essaie de s'échapper par n'importe quel moyen. Imaginez, je sais pas, un homme en prison par exemple qui va se réfugier dans la littérature. Quelqu'un qui est entravé physiquement va essayer de se libérer mentalement. C'est un peu ce que nous dit à propos de son corps le philosophe stoïcien Épictète. Vous vous souvenez qu'il était esclave d'un maître, un maître violent qui lui avait cassé les membres supérieurs, notamment un bras, une jambe, etc. Donc on peut imaginer que lorsque le corps est ainsi entravé, ta liberté va s'exprimer dans des domaines un petit peu différents, notamment le domaine de la spiritualité. Alors cette liberté qui est à la fois besoin et désir, on en mesure toute l'importance et je pense que ça permet à l'issue de ce paragraphe de redéfinir la notion de désir et par là même aussi finalement indirectement la notion de besoin. Pourquoi ? Parce que on va dire qu'un désir dont on voit qu'il est conditionnel à l'existence humaine, qu'il est en lien direct avec notre condition d'homme, c'est-à-dire qu'il a une importance cruciale pour un être humain, peut, sans abus de langage, être appelé un besoin. Ça n'est plus aberrant de faire ainsi, puisque cette fois on considère que ce désir, on en a effectué une évaluation, qu'on a considéré en toute conscience qu'il était parmi les désirs les plus importants de l'être, donc qui n'appartenait pas du tout à l'ordre du superflu. Donc c'est comme si à l'intérieur des désirs, on avait opéré une classification. On aurait le droit d'appeler besoin les désirs qui sont cruciaux, qui sont absolument fondamentaux pour l'être humain, par opposition donc à d'autres qui seraient moins structurants de notre humanité.